Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de ce 20h. Dissolution du conseil municipal de Kaolack. Une décision de la Cour suprême motivée par le non-respect de la parité. Le maire et son premier adjoint restent au poste. Privatisation annoncée du prochain pèlerinage à la Mecque. Le consortium des organisateurs privés appelle l'État à assainir le secteur des convoyeurs et voyageurs pour la Mecque. L'opposant gambien Chersidi Abayo, toujours à Dakar, l'heure est à l'attente de la décision de la Cour suprême après le recours de ses avocats. Dans ce journal, un large dossier sur le massacre à Charlie Hebdo. Les caricaturistes sénégalais condamnent, des rédactions de la place se prononcent sur le sujet. Et puis en fin d'édition, à suivre le dossier santé qui s'intéresse aujourd'hui à la probable hausse sur les taxes concernant l'enregistrement et le renouvellement des médicaments, une hausse qui pourrait se répercuter sur les produits pharmaceutiques. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire, la Cour suprême dissout le conseil municipal de Kaolack à l'exception du maire et de son premier adjoint. Cher Tidiane, une dissolution de l'équipe municipale pour non-respect de la loi sur la parité et sur demande du conseil municipal qui avait constaté des dysfonctionnements lors de l'installation de l'équipe, une équipe qui sera réinstallée sur demande de la Cour suprême. Nous écoutons Maître Abou Abdel avec Dissa Prera. À la suite des élections de juin 2014, des élections locales, il avait été constaté lors de l'installation du conseil municipal de Kaolack que la loi sur la parité n'avait pas été respectée. Et donc, certaines citoyennes, certaines membres du conseil municipal de Kaolack ont estimé devoir saisir la cour d'appel d'un recours aux fins de l'annulation de l'installation du bureau du conseil municipal et de ses commissions. Sur la base de ça, sur la base de cette requête-là, la cour d'appel a rendu une décision le 25 juillet 2014 estimant que effectivement la loi sur la parité ne peut pas être appliquée en l'état parce qu'étant d'une application difficile ou pas facile en tout cas. Et sur ce, la Cour d'appel de Kaolack a rejeté la requête des dames, Yaï et autres. C'est ainsi que on est venu à Dakar, on a fait un recours auprès de la Cour suprême. Et rendu aujourd'hui a estimé que il a l'air à constater que dans le PV d'installation du conseil municipal de Kaolack, la parité n'a pas été respectée. Non, il y a en principe, ce qui est maintenu, c'est le poste du maire et de son premier adjoint. La parité a été appliquée jusque-là. Maintenant, pour ce qui est de la suite, c'est à reprendre. Et la Cour suprême, dans sa décision d'aujourd'hui, a ordonné la reprise de l'élection, de l'installation des autres membres du conseil municipal de Kaolack. Et puis l'opposant gambien Chersidi Abayo, toujours à Dakar pour des questions de procédure judiciaire. Et il reste encore 8 jours à l'opposant gambien pour être fixé sur son sort. 8 jours et une protection de l'article 73 alinéa 3 de la loi organique de 2008. Disposition qui permet à l'opposant gambien de rester encore sur le sol sénégalais en attendant l'aboutissement du recours de ses avocats. Des avocats qui ont un seul souhait, l'annulation de l'arrêté ministériel. Les détails d'une procédure juridique d'une expulsion annoncée. Fatidjan Modjob. L'affaire Sidia Bayo a pris une nouvelle tournure après la requête introduite par les avocats de l'opposant gambien. La Cour suprême saisit le délai de recours et le recours lui-même suspensif. La loi organique sur la Cour suprême, en son article 73.3, lorsque on bénéficie d'un certain statut, ou bien lorsque certaines demandes sont posées devant la Cour suprême, le délai du recours et le recours sont suspensifs. C'est une loi organique. C'est une loi qui vient préciser ou compléter des dispositions de la Constitution. Sidia Bayo dans l'attente, la Cour suprême a 8 jours pour se prononcer. Sa requête est communiquée par le greffier en chef à l'autorité administrative. Aussitôt après que les conseils de Bayo ont déposé la requête,
au niveau du greffe de la Cour suprême, le greffier en chef de la Cour suprême est tenu d'aviser l'autorité administrative dans les 48 heures. On est obligé d'attendre que la Cour suprême rende une décision en disant soit que la décision elle est légale, elle est conforme au droit, donc je rejette la demande de celui qui veut son annulation. Pour l'heure, l'opposant gambien est entre les mains des autorités sénégalaises. Pour les juristes, c'est une détention administrative puisque M. Bayo n'a pas commis d'infraction. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on le lâche, à ce qu'on le remette en liberté et attendre. Au Sénégal, il s'agit d'un régime juridique qui est un peu mal défini. Parce que ça aurait été un autre pays comme la France. On le mettrait d'abord dans un lieu de rétention qui serait un commissariat ou une brigade. Mais il ne resterait pas plus de 48 heures là-bas. Les avocats de Sidya Bayo se disent confiants, mais qualifient sa détention d'illégale. Fatidia, nous restons au palais de justice, procès Karim Wade, audience du jour. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye Diop, disculpe Karim Wade à la barre. Et Omar Samb, commissaire au compte des sociétés AHS, Black Pearl et ABS, désassorné par le juge Henri Grégoire Diop à cause de faux rapports. C'est un compte-rendu signé Adi Atala. On a assisté à un dialogue de sourds entre le président de la Cour spéciale, Henri Grégoire Diop, et Omar Samb, le dernier témoin à être entendu ce jeudi. Le dépôt de faux rapports provisoires en est la principale cause. Selon le président de la Cour spéciale, de faux documents auraient été déposés par le commissaire aux comptes de AHS Société, Black Pearl et ABS, entre autres. Là où le juge Henri Grégoire Diop parle de pages qui manquent dans le rapport ou l'absence de signature, le témoin évoque une omission à cause de la précipitation dans le rassemblement des pièces comptables. Abdoulaye Diop, ancien ministre de l'économie et des finances, a ouvert le bal des auditions. Il a, au cours de l'interrogatoire, confirmé avoir connu Bibo Bourgi dans les années 90 par le biais de la mère de ce dernier. Il était à l'époque percepteur de Dakar Centre et il lui arrivait de travailler avec la famille qui gérait une société de transit. Il déclare en outre qu'il est intervenu une seule fois dans un dossier concernant un terrain situé sur la corniche appartenant à la société Dalia qui était bloqué à la direction des domaines. En ce qui concerne ses relations avec Karim Wade, Abdoulaye Diop martèle que l'ancien président de l'ANOCI ne l'a jamais sollicité sur un quelconque dossier. Après l'audition, il s'en est suivi une confrontation entre les deux. Pour la première fois, le fils d'Abdoulaye Wade a posé une dizaine de questions à son vis-à-vis, allant des 117 milliards à 4 000 milliards qui lui sont attribués, à la question de savoir si le ministre des Finances aurait une fois obéi à ses injonctions. À toutes ces interrogations, Abdoulaye Diop a répondu par la négative. Le procès reprend ce lundi avec la levée de la dispense des co-prévenus Alioune Samba Diassé, Mbaye Ndiaye et Pierre Agboba. Les témoins, Maître Tamaro Seydi, Seydina Kane et Machako Bessan, entre autres, vont comparaître. Adieu à la privatisation du pèlerinage à la Mecque, le consortium des organisateurs privés du Hajj et de la Oumra pose les préalables. Oui, l'État doit assainir le secteur des convoyeurs et voyagistes pour la Mecque. La présidente du consortium des organisateurs privés pour le Hajj et la Oumra déplore également les conditions d'hébergement en Arabie Saoudite. Elle a rencontré nos reporters Younous Diatta et Mbaké Amar. Retard de vol, mauvaises conditions de restauration, distribution tardive des quotas entre autres, des mots qui ont accablé les pèlerins pendant le Hajj passé. Beaucoup de dysfonctionnements qu'on a essayé de souligner, c'est-à-dire le retard de Sénégal Airlines, la distribution des quotas qui a été décriée. On a eu le manger en Arabie Saoudite qui était mal géré. On a eu la Banque islamique qui au finish, qui nous a donné des chèques que Okala et Arajibank a refusé. La privatisation du pèlerinage, une mesure du gouvernement, Mme Safiatou Seck Diong, invite l'État à assainir le secteur. Nous voyons que cette privatisation doit être préparée, doit commencer par une régulation, doit commencer par un assainissement du secteur privé. On est 198 sociétés. Organisation. Vous croyez que c'est sérieux? Avec des sociétés qui ont 20, qui ont 30, il faut réguler. L'ouverture des procédures du Hajj 2015 prévue dans 20 jours par l'Arabie Saoudite, une distribution des quotas s'impose selon les acteurs. Il y a de nouvelles mesures de l'Arabie Saoudite dans 20 jours. Le système électronique saoudien va être ouvert. Et ils disent que tous les pays du monde entier
sont au fait. Ils sont prêts. Nous, aujourd'hui, on n'est pas prêts. On n'a pas encore distribué les quotas. Le consortium des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah a tenu une rencontre pour faire le bilan du pèlerinage 2014 et voir les perspectives de la privatisation. Le MEDES lance un fonds de garantie au cercle des investisseurs, un nouveau mécanisme qui permet de mobiliser les décideurs économiques. Mobiliser les décideurs économiques afin de créer des emplois et réduire la disparition précoce des petites et moyennes entreprises estimées à 65% chaque année. Un projet qui va se réaliser avec l'appui de la Banque mondiale de développement économique BNDE. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin en présence de Maïmouna Ndiaye et Masdia. La signature paraphée, le mouvement des entreprises du Sénégal lance ainsi le cercle des investisseurs Fogassim, une première dans le secteur privé national. Vous le savez, la problématique majeure de nos entreprises, c'est l'accès au crédit. Et on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État nous crée un cadre propice à l'investissement. C'est à nous de nous prendre en charge. D'où l'initiative très novatrice du MEDES à mettre en place un fonds de garantie, le Fogassim, un fonds de garantie du cercle des investisseurs du MEDES. Mobilisation des actions, accès au financement, système de garantie bancaire, tout est défini. Le minimum requis, 300 000 francs CFA. Un fonds comme celui-là pourrait permettre à l'entrepreneur d'être accompagné à hauteur de 70%. Donc il ne reste que 30% que sa banque personnelle et lui-même pourrait apporter comme garantie. Donc ça va faciliter l'accès au crédit des promoteurs, des chefs d'entreprise et surtout ceux qui sont dans les petites et moyennes entreprises et dans les toutes petites entreprises, ce qu'on appelle nous les TPE. Un dynamisme, une innovation saluée par le gouvernement. Il s'engage à appuyer cette initiative du MEDES. L'État du Sénégal ne ménage aucun effort pour soutenir et appuyer la promotion de l'entreprise sénégalaise. Nous nous employerons pleinement et progressivement à lever tous les obstacles qui jusqu'ici entravaient l'essor et le développement de ces entreprises. Après le démarrage de ces activités, le Fogassim sera ajusté, rassure Manick Diop. D'ailleurs, dans les semaines à venir, d'autres fonds seront signés, ceci pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Maïmouna Ndiaye, merci. Je vous le disais en sommaire, le massacre à Charlie Hebdo a ému le monde, la France. L'ambassade de France ici à Dakar a observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la tuerie. Un temps de silence, une pensée pieuse, un hommage et pas de déclaration. L'ambassade de France vit son deuil. Quelques réactions peut-être à l'entrée de la représentation diplomatique où règne une ambiance bien triste. Fatou Kinedem. Ambiance plutôt calme. Contrôle accru, pas de caméra comme toujours, difficile d'avoir un interlocuteur à l'intérieur de l'ambassade de France. Mais une chose est sûre, l'on a bel et bien observé une minute de silence en mémoire des tués dans l'attaque de Charlie Hebdo. Enfin, une Française d'une vingtaine d'années livre ses sentiments. Le drame de ce mercredi à Paris, un acte barbare selon elle. Les hommes sont morts aujourd'hui, c'est des hommes, c'est des pères, c'est des fils, c'est des frères, des cousins, voilà, ça aurait pu arriver à n'importe quel proche d'entre nous. Et contre un coup de crayon, on a présenté une Kalachnikov et on a tué des gens, quoi. Une satire, un attentat, 12 morts. Sheraz Saïd estime que la liberté d'expression est encore bafouée. Que ce soit les humoristes, les auteurs, les poètes, les chanteurs, les peintres, les sculpteurs, l'art, à travers l'art, on sublime quelque chose, on sublime une réalité et on dénonce quelque chose. L'art, il a le droit de tout parce que son fond n'est pas méchant. L'art se sert de ce qu'il sait faire pour dénoncer quelque chose. Donc ces gens-là, c'est des caricaturistes, donc ils se servent de ce qu'ils savent faire pour dénoncer quelque chose, c'est tout ce qu'ils ont fait. L'attentat contre l'hebdomadaire satirique français, une grosse perte pour le journalisme satirique. Un genre très controversé à cause justement de son traitement de l'information basé sur l'humour.
De l'humour qui a fini par briser une dizaine de plumes pour les journalistes dessinateurs, c'est tout simplement un acte terroriste. Omar Diakité, plus connu sous le pseudonyme d'Odia, revient sur la manière dont Charlie Hebdo traite l'information, non sans s'interroger sur l'avenir de la caricature. C'est un reportage signé Pape Nderifal et Abdou Karim Diop. Charlie Hebdo, victime d'une attaque terroriste, les caricaturistes sénégalais condamnent. Ils se disent meurtris par un tel acte. Leurs collègues ont payé de leur vie la liberté de presse et d'expression et qu'ils défendaient selon eux. Indignés et meurtris par ce qui s'est passé. Parce qu'il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, ça veut dire que toutes les bornes ont été dépassées. Il ne s'agissait que de dessinateurs de presse. Un dessin satirique ou bien un papier satirique, ça ne tue pas. Malheureusement, ils l'ont payé de leur vie. Odia parle de la spécificité de Charlie Hebdo du traitement de l'information. Dessinateur de presse. Charlie, c'est un journal assez spécial, assez spécifique. C'est un journal conçu spécialement. Il tape surtout sur les politiques, sur les célébrités. Bon, malheureusement, ils se sont attaqués à un sujet assez sensible et délicat. Cette presse dite satirique perd du terrain au Sénégal depuis quelques années. Selon M. Diakité, les populations n'ont pas cette idéologie occidentale de la satire. La forme de communication qui est la caricature, ça existe dans les journaux. Le souhait est de voir pratiquement plein de journaux s'exercer dans la caricature. C'est un métier qui a de l'avenir. L'attaque visée contre Charlie Hebdo, faisant 12 morts, continue de faire le tour du monde. Une attitude condamnée par la presse internationale. Les caricaturistes sénégalais ne sont pas en reste. Ils fustigent fermement cet acte dit criminel. L'attaque contre Charlie Hebdo devrait inviter tout le monde à la réflexion. Réflexion sur nos actes de tous les jours et leur impact dans notre quotidien. Une attaque qui pose aussi sur la table la notion de journalisme satirique. Mais Pape Samba Kane rassure, c'est une ligne éditoriale qui peut vivre encore longtemps malgré cet acte criminel. Pape Samba Kane, journaliste ou écrivain que nous écoutons avec Pape Nderifal. D'inviter tout le monde à la réflexion. À se dire que notre monde va trop vite, beaucoup trop vite apparemment par rapport au niveau de culture des gens en général. Ce que j'appelle, c'est pas prétentieux, c'est juste une histoire de s'informer, savoir et faire attention. Savoir identifier les différences, savoir identifier les dangers et adopter des attitudes d'élémentaire prudence face à l'autre. Parce que l'autre, il est autre, quoi. Il ne réagit pas comme nous. C'est-à-dire, même une petite plaisanterie qui vous fait rire, vous, peut énerver quelqu'un qui est pourtant proche de vous, votre cousin ou autre, parce qu'il n'a pas la même culture que vous. L'être humain a cette force-là, mais les Occidentaux l'ont particulièrement, de se relever. Ils ont reçu des coups beaucoup plus, à travers l'histoire, beaucoup plus mortels que ça, beaucoup plus graves. Ils ont les guerres mondiales et tout ça, c'était guerre européenne d'abord. Charlie Hebdo, une ligne éditoriale, une attaque, des morts et la presse nationale interpellée, cher Tidiane. Oui, dans certaines rédactions, on condamne cet acte qui a fait des morts, mais la ligne éditoriale du journal satirique n'est pas exempte de tout reproche. C'est un reportage signé Salimata Aoussek et Tierno Laurent Mendy. L'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo ne laisse pas indifférent la presse sénégalaise. Certains journalistes condamnent certes, mais pensent que le journal a poussé le bouchon trop loin. C'est déplorable de voir une telle boucherie, surtout destinée contre des journalistes qui font leur travail. Mais il faut aussi rappeler quelque part qu'il y a eu un problème de responsabilité dans le traitement de l'information. Il faut savoir que ce que faisait Charlie Hebdo, c'est de la pure provocation. Parce que la religion, c'est sensible. Entrer dans le domaine privé des gens, c'est un peu sensible. L'attentat était prévisible selon Adama du quotidien Walfadjri. La liberté d'expression a une limite. Je peux dire qu'il fallait s'y attendre aussi, parce que la ligne éditoriale du journal aussi était un peu provocateur. C'est vrai, personne ne souhaite la mort de qui que ce soit, mais malgré la liberté d'expression, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. L'attaque du journal satirique permet de remettre sur la table la question de l'insécurité dans les rédactions. Je pense que cette sécurité doit être renforcée.
j'ai fait plusieurs rédactions, j'ai fait l'Obs, Walfadjri et autres. Mais au niveau de la sécurité, ça reste. Il faut renforcer cette sécurité davantage. C'est toute une nation qui est touchée à travers cet acte des frères Kouachi. Au Sénégal, le moins qu'on puisse dire, c'est que le slogan « Je suis Charlie » ne fait pas l'unanimité. Charlie Hebdo, encore beaucoup de réactions et de suspicions. Oui, Ismaël Ndiaye de l'association des imams et oulémas du Sénégal condamne. Selon lui, cet acte est pour décourager les musulmans de France. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbarisso. Imam Ismaël Ndiaye faisait partie de ceux qui s'étaient levés pour dénoncer la publication des caricatures sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par Charlie Hebdo. Le mercredi 7 janvier 2015, des hommes armés attaquent le dit journal. Ils abattent 5 membres de Charlie Hebdo. Un acte de vengeance pour les assaillants, une violation des principes de l'islam pour Imam Ismaël Ndiaye. Charlie Hebdo n'épargne personne, n'épargne ni l'islam, n'épargne ni le christianisme, ni le catholicisme. On le voit saboter tout le monde. Pour lui, il faut rire de tout. Malheureusement, ça aussi, en termes de déontologie journalistique, on ne rit pas de tout. Tout musulman épris de justice, épris d'esprit de paix, doit comprendre que ce n'est pas de cette manière-là qu'on va présenter l'islam à l'Occident, qui aujourd'hui manifeste, si on part du point de vue de ces populations, une acceptation de l'islam. Pour ce membre de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, les auteurs de l'attaque sont peut-être manipulés pour ralentir l'expansion de l'islam en Europe. Le fait qu'ils disent Allahu Akbar ou on a vengé le prophète, ça ne veut rien dire. Un non-musulman peut bien dire ces mots, peut bien l'utiliser pour même orienter l'enquête. C'est-à-dire quand on fait ce crime aussi odieux, on peut orienter l'enquête ou la désorienter. En France, on donne des statistiques de plus de 70 convertis à l'islam par jour. En Allemagne, on donne des statistiques officielles de plus de 400 convertis à l'islam par jour. Et aujourd'hui, dans tous les pays de l'Europe, il y a une vague de conversion vers l'islam extraordinaire. Donc, est-ce que c'est une bonne réponse à ces nouveaux convertis-là que des gens, au nom de l'islam, se lèvent pour attaquer des médias, pour attaquer la presse? Et même si ces assaillants sont bien conscients de leur forfait, Imam Ismaël Ndiaye indique que ces islamistes ne rendent pas service à la Oumma. C'était plutôt un reportage d'Aminata Mbarisso à Sumbentube, des Sénégalais pas indifférents à cette attaque qui a fait une dizaine de morts. Une réaction que les Sénégalais jugent très très violente, mais aussi les caricatures sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne sont pas compréhensibles des propos de certains Sénégalais recueillis par Aminata Mbarisso et Abdou Karim Diop. On ne peut que déplorer cet événement malheureux qui a fait beaucoup de morts, presque une dizaine, mais je pense que il faut aussi savoir raison garder, parce que les journalistes aussi, quand ils font des caricatures sur l'islam, en l'occurrence le prophète, ça ne peut que mener à ces trucs-là. Je suis contre qu'on tue les gens. Et aussi je suis contre des gens qui blâment notre prophète. Ils ont récolté des mauvaises choses qu'ils disaient, et ils ont trouvé quelque chose de mauvais. Beaucoup de musulmans avaient condamné les caricatures sur le prophète, mais cet acte odieux, on le dénonce. La page des sports que nous démarrons avec l'actualité des Lions du Sénégal. L'ombre de Sadio Mané et Diafara Sakho a plané hier à Al Jadida lors de l'arrivée des Lions. Grosse déception chez les supporters, mais aussi du côté d'Alain Giresse, visiblement très tendu à l'arrivée de l'équipe au Maroc. Le sélectionneur va à la CAN sans 2 de ses joueurs clés au royaume chérifien à l'arrivée des Lions. Boubacar Kambedja. Petits par l'âge, mais grands par le talent. Ils sont également les grands absents de la tanière pour cette campagne des Lions. Ces derniers ont débarqué ce mercredi après-midi à l'aéroport Mohamed V du Maroc, sans Sadio Mané et Diafara Sakho. Un coup dur pour le groupe sur le chemin de la CAN 2015.
C'est des éléments très importants et très bien pour l'équipe. Parce que qui dit Sadio Mané et Diafara Sakho, c'est des éléments très importants pour nous. Et maintenant, bon, c'est la vie. Et puis aussi, on ne peut pas se prendre sur ça parce qu'on a un groupe très bon. Et il y a aussi des joueurs de qualité qui peut les remplacer. Alter ego de Diafara Sakho forfait, Cheikhou Kouyaté très déçu semble ne pas trop comprendre la non-présence de son coéquipier en club, qu'on dit blessé. Déçu, non, je suis triste. Je suis triste, mais déçu pour lui. Parce que voilà, c'était un gars qui voulait venir, il s'est battu pour venir. Mais bon, c'est pas réellement ce qui s'est passé après. Mais bon, c'est des décisions que voilà, moi comme joueur, je peux pas me mêler. Maintenant, on joue pour le peuple sénégalais, mais aussi on joue pour Diaf. Affecté certainement par les rumeurs et autres supputations sur les cas Sadio Mané et Diafara Sakho, le coach des Lions était très tendu et trop méfiant même vis-à-vis de la presse à l'arrivée de l'équipe. Merci, au revoir. Et je suis très fatigué, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie, j'ai le droit, non? Mais c'est bon, je vous ai dit l'essentiel. Voilà, merci, au revoir. Une attitude qui en dit long sur l'état d'esprit d'Alain Giresse. Malgré les absences de Diafara Sakho et Sadio Mané, pour le moment, la confiance règne chez les Lions, comme vous allez le voir dans ces réactions de Stéphane Badji à Cheikhou Kouyaté, tous au micro de Boubacar Kambeldian. On va continuer la préparation et on a besoin maximum de concentration. Et maintenant, bon, ça tout dépend aussi des jours. Tu peux être dans un lieu tranquille et de ne pas se concentrer. Au moment là où on est, on a besoin de se concentrer pour bien entrer dans la CAN. On est confiant parce qu'en vie, on a un groupe très large. Donc là, mais tout le monde en est conscient. On va être sérieux et prendre match par match. Je pense que les joueurs ont des ambitions pour cette CAN. Et maintenant, bon, c'est pas des paroles, c'est des actes sur le terrain. Et maintenant, on va attendre pour voir comment on va aborder notre premier match en vue que le système que le coach va mettre en place. Bien se concentrer parce que là, ça va être difficile. Maintenant, il faut bien se préparer, surtout avoir beaucoup de récupération parce qu'en Guinée équatoriale, on aura besoin de beaucoup d'énergie. Stéphane Diop, le ministre des Sports, lui appelle la solidarité autour des Lions. Solidarité autour des Lions, message à la nation, message à la presse et une présentation du bilan de la saison écoulée bien sûr, et des perspectives pour 2015. Rencontre ministre des Sports, presse sportive, occasion pour Matar Ba de parler de la réduction du budget de son ministère. Pape Cheikh Ndiaye Diouf. Au cours d'un petit déjeuner auquel il a convié la presse ce matin, le ministre des Sports Matar Ba a tiré le bilan de la saison sportive écoulée avant d'ouvrir des perspectives pour l'exercice 2015. Pour le bilan d'étape, nous avons retenu quelques actes posés. Le stade Demba Diop, où il y avait que 2 projets, la pelouse et la grille de protection. Mais lors de ma visite, nous avons pensé qu'il fallait intégrer d'autres travaux supplémentaires à hauteur de 131 millions, c'est l'éclairage sportif, mais aussi c'est la réhabilitation des gradins. Nous avons engagé aussi d'autres travaux au niveau de Caroline Faye de Mbour, 500 millions pour la réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès. Nous sommes dans la formation, mais nous sommes aussi dans la réorientation de nos rapports avec les fédérations. La réduction du budget de son ministère s'est aussi invitée au débat. Quand il s'est agi de défendre mon budget à l'Assemblée nationale, je l'ai dit. J'ai dit que la diminution de ce budget, c'est la fin d'un programme. Et quand on monte un budget, on ne peut pas garder des milliards en attendant. On investit ces milliards dans un autre domaine. Il n'y avait pas le budget de la CAN. Aujourd'hui, on est en train de prendre en charge totalement l'équipe nationale. Et on ne prend pas à partir de ce budget de 5 milliards. Aujourd'hui, on va dépasser combien? J'en parle pas. Matar Ba a par ailleurs appelé à la solidarité autour des Lions du football qui prennent part à la CAN 2015. Nous sommes engagés dans une compétition internationale et je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel. Nous jouerons notre partition en tant qu'État. Le reste, c'est la responsabilité des joueurs, de l'encadrement et de toute la population du Sénégal. Le ministre, après avoir adressé ses vœux à la presse sportive, a promis aux journalistes sportifs un soutien de taille pour leur assurer une parfaite couverture de la CAN 2015.
Nous allons à présent aborder le dernier acte de ce journal, la probable hausse sur les taxes concernant l'enregistrement et le renouvellement des médicaments inquiète. Une probable hausse des prix des produits pharmaceutiques qui suscite appréhension, questions et parfois quelques assurances. Le débat est soulevé, mais la Direction générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement ne veut pas y participer, mais Fatou Kinedem l'a posé quand même. Dans certaines pharmacies de Dakar, c'est l'omerta. Absolument rien à dire sur une probable augmentation des taxes concernant l'enregistrement et le renouvellement des médicaments. Question qui a pourtant fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui luttent pour l'intérêt des malades, une augmentation des taxes sur l'enregistrement et le renouvellement des médicaments, un moyen pour mieux lutter contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Cette augmentation, nous trouvons qu'à notre niveau, que c'est une augmentation juste et qui est venue à son heure, parce que quand même, comme je l'ai dit tantôt, les médicaments c'est du sérieux, ce ne sont pas des marchandises comme les autres marchandises, il faut donc les prendre au sérieux. D'autres pharmaciens de rappeler qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Pour que ce produit au Sénégal, sinon tu ne vas pas vendre, c'est ça le problème. En plus de cela, cette mesure permettrait d'accélérer la procédure d'acquisition des visas. Les délégués attendaient longtemps, pendant 6 mois à 1 an, donc c'était très long cette procédure-là parce que tout simplement, on n'avait pas mis les moyens nécessaires pour étudier les dossiers relatifs donc, à l'obtention de ces visas pour les médicaments. Reste à savoir si une hausse des taxes sur l'enregistrement des médicaments n'aura pas un impact sur les prix. Si le taxe allié au visa augmente, que les prix vont parce qu'ils vont dépenser plus d'argent pour avoir le visa. Ça ne peut pas être un alibi pour les industries pharmaceutiques d'augmenter le prix des médicaments parce que tout simplement, il faut dire qu'ils vendent beaucoup et il faudrait quand même qu'ils y mettent le prix, n'est-ce pas? Donc moi je pense que les médicaments, le prix des médicaments ne peut pas être augmenté. Il ne faut pas avoir en aucun cas une répercussion sur les prix des médicaments qui va donc léser les malades. La direction de la pharmacie et du médicament qui ne souhaite pas se prononcer sur cette question est mise en garde par rapport au pourcentage des pharmacies. Nous, on a un pourcentage fixe. Que le produit coûte 5 000, on met notre produit, notre pourcentage. Que le produit coûte 10 000, on met notre pourcentage. Son pourcentage, ça ne change pas. C'est la fin de ce journal. Merci. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. Bonsoir. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.